Bonjour tout le monde et bienvenue au caucus essentiel ensemble d'aujourd'hui, mise en pratique de politiques coélaborées chez Services de santé Alberta. Je m'appelle Caroline Fancourt, directrice partenariat et engagement patient à Excellence en Santé Canada et je suis heureuse d'être votre animatrice. Cette séance est enregistrée. Nous sommes heureux d'offrir un service d'interprétation simultanée pour ce webinaire. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner français dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à intervenir dans l'une ou l'autre langue officielle dans la boîte de dialogue pour faire part de vos questions, vos idées, vos commentaires. Je voudrais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis un temps immémorial. Nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu et la possibilité de nous réunir aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez un moment pour répondre aux 4 questions de sondage qui figurent sur votre écran. Vous pouvez dérouler la fenêtre pour voir la deuxième question en anglais et en français et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton soumettre afin que vos réponses nous parviennent. Tandis que je présente nos conférenciers invités, Chris et Dean, je vous demanderai de prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue et pour nous dire où vous vous trouvez aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous présenter Chris Mayhew, qui travaille pour Alberta Health Services et antérieurement pour Capital Health depuis 2007. Depuis 5 ans, Chris est consultant principal à l'équipe provinciale d'engagement et d'expérience du patient d'AHS, où il travaille à faire progresser les pratiques en matière de présence familiale grâce à l'élaboration de politiques et au développement des capacités. Il est également responsable du programme de récit numérique de l'équipe d'engagement et d'expérience du patient. Depuis un an, Chris est membre du groupe de travail sur la présence et les visites familiales pendant la COVID-19 d'AHS et a contribué à la réponse d'AHS à la réintégration des aidants essentiels dans les milieux actifs ambulatoires et d'urgence. Dean Radburn est coprésident du comité consultatif des patients et de leurs familles. Il a entamé ce travail après la naissance de son deuxième enfant qui a reçu un diagnostic de problème cardiaque et a exigé une greffe cardiaque, une greffe du cœur. Lui et sa famille ont une relation permanente avec le Stollery Children's Hospital dans le cadre de rendez-vous annuels et de routine. Dean Radburn se passionne pour la santé pédiatrique à cause de ses antécédents familiaux, mais également en tant qu'habitant dans la zone nord de l'Alberta. C'est une zone rurale. Il se passionne sur la nécessité de surmonter les limites de notre système de santé, limites géographiques, physiques, technologiques, culturelles ou financières, et préconise une amélioration continue de la santé virtuelle. Nos productrices travaillent en coulisses. Nous les remercions, Gina Peck, Sheena Powell et Kelly Ripley, qui travaillent régulièrement pour rendre ces émissions possibles. Je vous souhaite la bienvenue, tout particulièrement à nos patients, résidents, familles, aidants et partenaires de soins essentiels qui sont parmi nous aujourd'hui. Ces caucus essentiels ensemble sont un espace sécuritaire qui vous permet de partager ce que vous apprenez, de faire part du travail que vous accomplissez et de ce que vous avez vécu. C'est la possibilité de rejoindre des personnes qui jouent des rôles différents dans le secteur de la santé et du soin et qui apportent des points de vue différents, des vécus différents, qui travaillent dans des milieux différents, mais qui ont en commun le désir d'assurer un retour en sécurité des aidants naturels en tant que partenaires de soins essentiels. Ces caucus sont organisés par nous chez Excellence en Santé Canada, organisation nouvellement fusionnée qui a réuni la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et l'Institut canadien pour la sécurité des patients et qui se concentre infatigablement sur l'amélioration des soins de santé avec et pour tous au Canada. Donc, pendant cette séance, je vais très rapidement survoler le programme Essentiels ensemble que nous proposons à Excellence en Santé Canada et puis
vous allez entendre Chris et Dean vous expliquer comment une province a transformé les politiques en action en mettant en place un ensemble d'attentes pour les patients, les proches aidants et les personnels afin de mettre en pratique les politiques et de réintégrer les partenaires de soins essentiels en toute sécurité dans ces établissements. Ces caucus sont la possibilité de parler de la façon dont votre organisation et vous favorisez la réintégration des partenaires de soins essentiels et vous verrez comment d'autres établissements de santé le font. Alors, donc, Essentiel Ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui a été mis au point en réponse à ce qui se produit pendant cette période de pandémie, mais dont les conséquences vont largement au-delà de cette dernière. Il s'agit de favoriser la réintégration sûre des partenaires de soins essentiels. Dans les milieux de santé et de soins, nous avons trois auditoires spécifiques. Les responsables de l'élaboration des politiques, les responsables de la mise en œuvre des politiques et ceux qui sont affectés par les politiques. Ces caucus pan-canadiens portent tout particulièrement sur des actions qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et directives. Il s'agit de transformer les politiques en action. Vous remarquerez que nous utilisons le terme partenaire de soins essentiels, mais nous savons qu'il y a des termes différents qui sont utilisés ailleurs au Canada, comme soignant désigné, partenaire de soins désigné, visiteur essentiel. Alors, quand nous considérons ces orientations en matière de politique, c'est la base de notre programmation. Alors, l'été dernier, nous avons organisé un laboratoire d'élaboration de politique qui a réuni une gamme de parties prenantes, responsables des politiques, dirigeants et administrateurs des soins de santé, patients et aidants, afin de comprendre quel est le processus idéal pour la réintégration sur des aidants naturels dans les établissements de santé. Grâce à cette schématisation, nous avons coélaboré des directives en matière de politique qui portent sur deux domaines clés: l'identification et la préparation des partenaires de soins essentiels, et puis leur entrée dans l'établissement. Ces directives comportent 7 éléments. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le premier: établir les attentes mutuelles relatives aux responsabilités. Il s'agit de soutenir les patients, les résidents, les clients, tandis qu'ils identifient et désignent les personnes qui sont jugées importantes lorsqu'il s'agit de participer à leurs soins. Et les caucus pan-canadiens vont porter sur les semaines à venir sur chacun des éléments de cette ligne directrice. Au cœur de ces lignes directrices, il y a 3 principes fondamentaux: la reconnaissance du rôle essentiel que jouent les familles et les proches aidants à titre de partenaires de soins essentiels. Ensuite, distinguer les visiteurs des proches aidants, qui sont justement des partenaires de soins essentiels. Et puis enfin, il y a ce que les patients, les familles, les proches aidants participent à l'élaboration des politiques sur les visiteurs et les partenaires de soins essentiels. Donc, en tant que programme, nous voulons que les organisations de santé et de soins répondent à l'appel à l'action. Il y a un outil, Essentiels Ensemble, qui alimente les réflexions sur les 7 éléments clés de ces lignes directrices. Nous avons un certain nombre de modules d'apprentissage pour chaque élément des lignes directrices avec des ressources et outils sélectionnés, le tout librement accessible sur notre site web sans restriction. Et il y a également des possibilités d'apprentissage en commun, comme le caucus d'aujourd'hui. Nous proposons également un encadrement supplémentaire pour les équipes pour soutenir la mise en œuvre de ces lignes directrices si elles le souhaitent. Alors, avant de donner la parole à Dean et Chris, je vais rapidement passer en revue les résultats du sondage. Les voici. Alors, il y a beaucoup de milieux qui sont représentés. Le milieu hospitalier est très bien représenté, les soins de longue durée, et puis est-ce que nous distinguons les visiteurs des partenaires de soins essentiels? La plupart, oui, vont dans cette direction. Ensuite, est-ce que nous reconnaissons la valeur? Encore une fois, c'est un peu moitié-moitié. Un peu plus de la moitié reconnaissent le rôle intégral. Et enfin, nous voyons à ce que les patients, les familles et les proches aidants participent à l'élaboration des politiques. Environ la moitié déclarent qu'ils appliquent intégralement cette ligne directrice.
Alors, je vais donner la parole à Dean et Chris. Et nous savons que c'est un moment difficile en Alberta. Donc, merci de partager cette expérience. Alors, à vous, Chris. Merci de me donner la possibilité d'intervenir. Alors, pour vous donner un peu de contexte, fin octobre 2018, Alberta Health Services, en particulier l'équipe de participation des patients avec laquelle je travaille, a mis en œuvre un plan ambitieux d'élaboration de politiques de présence familiale dans l'ensemble de l'organisation. Il s'agissait d'établir des partenariats avec le groupe consultatif régional d'AHS que Dean représente aujourd'hui et consulter des groupes de parties prenantes clés dans toute la province. C'est pendant cette époque que nous avons établi des liens avec la FCASS, Carole et d'autres membres de l'équipe, puisque nous avons voulu connaître les pratiques exemplaires du programme Meilleurs Ensemble et nous avons établi un réseau avec d'autres personnes un peu partout au pays, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et nous apprécions ces interactions. Fin 2019, notre projet de politique était achevé. Nous abordions les dernières phases de la mise au point de cette politique en vue de la présenter à notre direction. Nous entendions à ce moment-là parler dans les médias du coronavirus, mais nous ne savions absolument pas ce qui nous attendait. Alors, avec le nouvel an 2020, la gravité du virus n'était toujours pas comprise. Avec les semaines, les priorités ont changé rapidement et nous avons perdu espoir de mettre en œuvre notre politique dans l'immédiat. La priorité de notre organisation étant la réponse au virus. La mise en place du plan de réaction d'urgence a entraîné la décision de mettre le projet en pause. Nous avons compris cette décision, quoique avec déception. Au mois d'avril, le nombre de cas signalés en Alberta était tellement élevé que AHS a adopté une politique d'interdiction des visiteurs en vue de protéger les résidents et le personnel. Beaucoup des membres de l'équipe avons accepté de nouvelles missions pour soutenir la réponse à la COVID, y compris le service de réponse 811. Même si nous étions heureux d'aider, nous étions très préoccupés par la situation des résidents et des aidants en raison de l'absence d'accès. J'ai choisi ces deux photos pour la juxtaposition. La première photo était celle que nous voulions utiliser dans nos ressources de mise en œuvre de politique de présence familiale. Cette photo ne correspond plus du tout à notre réalité et nous sommes beaucoup plus sensibles à la distance physique, au port du masque, mais à l'époque, c'était une photo pleine d'espoir, idéaliste même. La deuxième photo est celle d'une visite à la fenêtre pendant la politique d'interdiction des visiteurs. Et les personnes qui souhaitaient visiter des résidents étaient reléguées à l'extérieur en communiquant par pancarte. Cela me rappelle la nature de la mission qui nous est confiée. Alors, compte tenu de notre travail récent d'élaboration de politique sur la présence familiale, y compris un partenariat avec le groupe consultatif des patients et des proches et notre consultation dans le groupe consultatif sur la réintégration de la SCASS, dès le début de la pandémie, nous avons co-rédigé des recommandations au niveau de la réintégration des partenaires de soutien familiaux. Notre centre de commande d'urgence a commandité la création d'un groupe de travail sur la présence familiale afin de mettre au point des directives sur l'accès pour l'organisation. Je vais à présent donner la parole à Dean. Alors, merci beaucoup, Carole, et à l'équipe. Vous savez peut-être qu'en Alberta, les enfants sont retournés aujourd'hui à l'apprentissage à domicile et j'en ai trois. C'est une excellente pause des mathématiques, du cours de mathématiques. Alors, donc, le groupe consultatif provincial de patients est un conseil de
patients et proches, partenaires bénévoles, nous nous efforçons de placer l'expérience du patient au cœur de tout ce que fait AHS. Le but principal du groupe est de faire entendre la voix du patient au niveau du système, au niveau de la planification, afin d'aider, de co-créer et afin de conseiller l'AHS dans l'élaboration des politiques et pratiques provinciales et dans la prestation des services. Ce comité représente l'expérience vécue d'un continuum de soins et nous recrutons en vue d'établir un équilibre qui reflète la diversité, la richesse des points de vue, âge, sexe, région géographique, handicap et autres. Nous avons notamment formulé des avis sur le système de soins électroniques, l'aide médicale à mourir et un certain nombre d'autres initiatives. Voici une photo de la moitié de notre groupe à la fin du printemps dernier, la première vague de la pandémie. Les conseillers voulaient me montrer leur reconnaissance envers l'AHS et c'était une façon amusante de le faire parce que nous apprenions tous comment travailler virtuellement. Tout au long de la pandémie, nous réunissions virtuellement, mais notre groupe avait commencé à se réunir sur Zoom pendant la pandémie, d'abord de manière informelle, puis après quelques mois, nous avons entamé nos réunions officielles à ce niveau-là. Nous sommes beaucoup plus accessibles à l'heure actuelle que lorsque nous devions assister à des réunions en personne, donc nous travaillons en collaboration tout aussi étroite avec AHS. Nous avons des membres dont l'âge va de 19 à plus de 80, 19 ans à plus de 80 ans. Il y avait des différents degrés d'acceptation de cette nouvelle technologie et vous pouvez établir un sentiment de communauté, de sécurité quand on se rencontre en personne, que nous travaillons très fort pour continuer, pour préserver, tandis que nous travaillons virtuellement. Donc, nous sommes très fiers du travail que nous faisons virtuellement. Nous avons vraiment pris notre élan, mais ça a été assez long. Alors, voici la diapositive la plus éloquente. Depuis 12 mois, nous avons beaucoup travaillé sur la réponse à la pandémie de COVID. Nous avons eu plus de 80 missions en 12 mois, une augmentation de 177% dans le nombre de consultations par rapport à l'année précédente. Nous étions très, très au courant du désir d'AHS de continuer à faire participer les patients et les délais étaient tellement courts, nous devions être disponibles. Notre conseil s'est rendu disponible. Je suis très, très fier du travail que nous avons continué de faire pour être à la disposition d'AHS lorsqu'on avait besoin de nous. Les grands thèmes de consultation ont porté sur la santé virtuelle, les visites, bien sûr, et consultation en partenariat avec AHS sur les visites et présences des familles au niveau du groupe de travail sur la pandémie que Chris a évoqué. Ces consultations nous ont permis de faire fond sur le travail réalisé antérieurement en vue de mettre au point la politique d'AHS sur la présence familiale. Dans ma propre expérience, au début de la pandémie, ma fille, comme Carole l'a dit, a subi une greffe du cœur lorsqu'elle était très jeune. Nous devons aller à l'hôpital Stornoway depuis Grande Prairie, un voyage de 5 heures en voiture. Lorsque nous nous sommes rendus, on nous a dit qu'un adulte seulement, un aidant adulte pouvait l'accompagner à son rendez-vous. Elle y passe toute une journée à consulter toute une gamme de spécialistes. Nous n'y avons pas tellement réfléchi à l'époque. Mon épouse est infirmière en pédiatrie, c'est elle qui gère la plupart de ses rendez-vous. Mais lorsque son rendez-vous avec le néphrologue est arrivé, nous avons continué de trouver des irrégularités dans ses reins. Ses reins deviennent un peu problématiques. Nous nous sommes rendus compte par la suite que ces réunions auraient pu, ces rendez-vous auraient pu, bon, si ces examens rénaux ne s'étaient pas bien passés, auraient pu avoir une issue difficile, ce qui aurait été difficile pour ma conjointe qui aurait dû prendre des décisions difficiles, assimiler de mauvaises nouvelles et prendre des décisions sans moi. Donc, après le rendez-vous, nous sommes revenus avec Chris, voir Chris, nous sommes revenus auprès de la HS pour essayer de montrer que pour des visites ambulatoires comme celle-ci, ou dans des situations où un soutien est vraiment nécessaire, il fallait trouver moyen de proposer des aménagements. Nous revendiquons vraiment ce vécu à tous les niveaux des soins hospitaliers, un grand hôpital pour enfants à Stornoway ou notre petit hôpital rural à Grande Prairie.
Je pense qu'avec AHS, nous avons pu bien établir un équilibre entre la sécurité du système du personnel de l'équipe d'une part et d'autre part l'expérience familiale et l'obtention des meilleurs résultats possibles en incluant un réseau intégral. Nous soutient depuis 12 mois. Nous avons réalisé 10 consultations au niveau de la politique de restriction des visiteurs d'AHS et nous continuons d'être disponibles au fur et à mesure qu'AHS souhaite faire évoluer ses politiques. Nous continuons de fournir des suggestions et des conseils au centre de gestion d'urgence sur des principales questions qui intéressent l'hôpital enfant. Donc, au moins 2 personnes de soutien. Tâchez d'accroître les visites virtuelles, des macarons qui ne portent pas le mot visiteur. Certains membres ont également participé à des séances d'information visant à donner une rétroaction pour les sites de soins de longue durée ne relevant pas de l'AHS. Les bénévoles savent que, surtout à l'heure actuelle, les politiques changent et parfois aussi si rapidement que beaucoup d'entre nous veulent s'engager, participer à l'élaboration des politiques. Notre équipe a vraiment été à disposition et nous en sommes très fiers. Alors donc, comme Dean l'a dit, s'agissant du groupe consultatif des patients et des proches, nous avons mis au point des directives au sujet du soutien des proches. Ces directives ayant vocation à être appliquées dans l'ensemble de la province. Si vous connaissez Alberta Health Services, c'est un réseau de santé intégré à l'échelle provinciale. Nous avons des centaines de sites de toute taille, de tout type. Et parfois, il est délicat de trouver des avis qui peuvent s'appliquer à l'ensemble du système tout en tenant compte des nuances qui s'appliquent à différentes situations. Donc, nous avons proposé de telles directives en juin 2020. Nous avons notamment évoqué l'entrée des personnes de soutien désignées, 2 personnes de soutien désignées à l'époque, sous réserve aux difficultés d'espacement physique, de distanciation physique, mais intégrant cela dans notre approche. On envisage également la manière d'assurer que nous puissions adapter et changer régulièrement en fonction de la situation. Nous avons connu des hauts et des bas, des crêtes et des creux. C'est donc un processus continu. Nous avons également émis une directive pour donner suite à nos recommandations pour responsabiliser les intervenants. Et nous avons appris qu'il y avait quelques incohérences dans l'application des recommandations. Donc, nous voulions aller plus loin et nous assurer que les lignes directrices soient assimilées et que toute déviation des lignes directrices suive un processus d'escalade, de remontée appropriée pour approbation. Sachant qu'il y aurait des cas, des éclosions dans des établissements par exemple, où pour la sécurité de tous, il faudrait imposer des restrictions temporaires, mais tout en essayant de reconnaître également que de telles restrictions devraient être limitées dans le temps et viser à traverser la période difficile pour revenir à une phase où les personnes pouvaient être admises de nouveau. Pour faciliter la compréhension par notre personnel, nous avons créé des vidéos. Compte tenu de l'ampleur de notre organisation, nous avions des vidéos d'orientation pour aider les dirigeants et le personnel à déterminer quelle était la portée des directives et les interpréter. Alors, il y a une ou deux choses que nous avons faites. Nous avons officiellement introduit cette distinction entre les personnes de soutien désignées et les visiteurs. Nous avions cela dans notre processus d'élaboration des politiques, mais nous étions en pleine phase de mise en œuvre et la terminologie de visiteur était très répandue dans l'ensemble de l'organisation. Ça continue d'être un élément sur lequel nous devons travailler. C'est une question culturelle, mais l'opportunité qui s'est présentée à ce stade était tout à fait opportune et cela avait beaucoup de bon sens que de reconnaître les rôles tout particuliers des personnes
de soins afin de pouvoir, en définitive, bon, nous devions limiter l'accès à nos sites, donc nous voulions assurer l'accès au moins de ces personnes clés, tout en reconnaissant qu'il ne serait pas nécessairement possible d'accueillir le groupe plus étendu de visiteurs. Nous comprenions, d'après nos partenariats avec le groupe consultatif de patients et des familles, que c'était important. D'après les pratiques exemplaires réunies par la FCASS, nous savions que c'était important, donc nous avons vraiment agi. Et l'une des façons dont nous avons agi était reliée à nos macarons. Dans la plupart de nos sites avaient des macarons arborant le mot visiteur. C'était réalisé à l'échelon local, il n'y avait pas beaucoup d'uniformité. Il y avait quelques secteurs de pratique avancés qui avaient adopté des termes plus progressistes, mais largement parlant, il s'agissait de macarons visiteurs. Donc, nous avons inclus dans nos lignes directrices la demande de fournir aux personnes de soutien un macaron arborant le nom personne de soutien désignée, donc le nom de visiteur, le titre de visiteur, et nous avons mis au point ces macarons dans notre département. Ils peuvent être commandés à l'échelon provincial et nous avons créé encore une fois un processus pour permettre d'y accéder sur une plateforme où d'autres documents provinciaux clés sont commandés. Nous avons essayé de faciliter ça dans le cadre du processus budgétaire afin que cette dépense puisse être affectée au budget de COVID, afin de ne pas créer des obstacles supplémentaires à l'emploi de ces macarons. Nous avons également introduit les brochures Connaître son niveau de risque et connaître son rôle afin de renforcer le fait que les personnes de soutien désignées également au niveau de la responsabilité pour nous en tant que réseau, et puis les responsabilités des personnes de soutien désignées lorsqu'elles ont accès à un site afin de s'assurer que nos sites demeurent sécuritaires, qu'ils demeurent aussi accessibles que possible, que chacun suive les lignes directrices, et puis reconnaître que le rôle de personne de soutien désignée a été valorisé. Donc, ces ressources, je le sais, sont disponibles dans le cadre du guide de ressources. C'était important à l'époque, tandis que nous abordions la deuxième vague où il y avait davantage de préoccupations à l'égard de la propagation communautaire, que les risques augmentaient. Il était important que nous connaissions les préoccupations exprimées par nos partenaires opérationnels quant à l'accès, plutôt que de prendre une décision de dire, voilà, nous limitons, nous avons demandé d'aller dans une autre direction, de sensibiliser, de responsabiliser et d'assurer que les personnes de soutien désignées aient un rôle à jouer. Voici un mécanisme qui ressemble à celui de Syncocus. C'est une excellente façon de soutenir l'intégration des personnes de soutien désignées dans nos milieux. Il s'agit de notre communauté de pratique sur la présence des familles. Cette communauté de pratique a été créée dans la foulée de la stratégie de mise en œuvre début 2019, c'était avant la COVID que nous avons créé ce groupe de travail pour nous aider au niveau du partage des idées, partage du savoir, partage des ressources et de l'information. Alors, nous avons diffusé une demande. À l'époque, c'était pour 2 mois. C'était à intervalle de 2 mois, c'était un appel Skype. On diffusait les coordonnées pour participer et il y avait beaucoup de personnel de première ligne ou de niveau intermédiaire qui assistaient à ces appels pour évoquer les défis et les occasions à saisir dans la mise en œuvre de politiques sur la présence familiale. La COVID a soulevé toute une série de défis nouveaux et nous nous sommes dit que la demande est telle que nous devrions peut-être marquer une pause, mais nous avons au contraire demandé
aux personnes qui souhaitaient participer plus régulièrement. Nous avons organisé des contacts plus réguliers dans le cadre de la communauté de pratique. Ces contacts ont désormais été mensuels. Nous avons proposé la possibilité de mettre en commun les lignes directrices, les directives et également de connaître l'avis des participants au sujet de certains des défis, certains des problèmes qu'ils éprouvaient. Et nous avons pu utiliser cette communauté de pratique comme forum des parties prenantes pour réaliser un retour de communication, un retour d'expérience auprès du groupe de travail et des dirigeants pour faire remonter notamment quelques idées ou solutions qui nous ont été proposées en vue d'améliorer. Alors, c'est un groupe dont je suis très fier, qui est très passionné au niveau de son engagement. Ce sont des champions au sein de notre organisation qui ont une vision de la manière dont nous devons agir et qui la répercutent dans leur secteur respectif. C'est une stratégie, c'est un mécanisme qui sont très féconds. J'ai été très, très heureux de participer à ce forum qui offre beaucoup de parallélisme au niveau du partage d'informations, notamment avec celui-ci. Bon, pour conclure, en ce qui concerne les orientations futures, avec les changements qui ont été apportés aux lignes directrices, il y a toujours des choses qui se présentent, de nouveaux problèmes surgissent, alors que cette nouvelle vague monte en puissance. Nous faisons de notre mieux. Nous nous efforçons de maintenir nos principes. Nous savons qu'il y a des défis, mais nous tâchons de défendre nos convictions. Nous continuons de rencontrer les parties prenantes lorsque des questions surgissent. Nous révisons également notre approche de politique que nous avions prévue avant la pandémie. Donc, l'objectif consiste à mettre en place notre nouvelle politique à temps pour la transition de la directive et des lignes directrices pour l'époque de la COVID à la période post-COVID. Nous avons voulu saisir l'occasion de faire le point, faire un état des lieux. On a beaucoup appris dans le cadre de la COVID. Il y a certaines choses qui se sont cristallisées dans notre approche et que nous voulions incorporer afin de réfléchir à notre réalité actuelle, tout en maintenant une approche progressive. Donc, nous redynamisons tout cela. J'ai voulu conclure avec cette photo. C'est l'époque de l'année où l'hiver cède enfin du terrain, ouvre la voie à un printemps rempli d'espoir. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une exploitation agricole. J'attendais l'autobus scolaire le matin et tout à coup, les fossés étaient couverts de cette rose qui est la fleur provinciale de l'Alberta. C'est comme quand on est à l'école, on voit que la fin d'une année approche. Ces belles fleurs résilientes qui apparaissent dans une friche hivernale sont un signe de l'espoir. Et pour moi, cela symbolise le fait qu'en Alberta, bien sûr, malgré les difficultés, nous sommes remplis d'espoir, nous sommes tournés vers l'avenir et nous allons faire face à l'adversité. Alors donc, je serai heureux à présent de répondre à vos questions, le cas échéant. Merci beaucoup, Chris et Dean. Quelle merveilleuse façon de conclure cette présentation, parce que oui, nous avons tous besoin d'entretenir l'espoir. Nous avons vécu un long hiver, une année très longue. Beaucoup d'entre nous, partout au pays, dans nos différentes provinces, dans différents territoires, luttent à toutes sortes de niveaux. Donc, merci d'avoir fini sur cette touche d'espoir. Nous avons une dizaine de minutes. Je surveille la boîte de dialogue. Il y a beaucoup de commentaires, d'appréciation, de reconnaissance, Chris et Dean, et je vais les partager. Certains des éléments visuels que vous avez partagés relativement aux photos, au degré de participation qui a augmenté à l'époque de COVID, ce qui est merveilleux. Je vais faire un suivi comme point de départ, un commentaire d'Angela Morin au sujet
des zones ambulatoires ou de patients externes. C'est un domaine qui a posé beaucoup de difficultés à beaucoup de gens. Pourriez-vous développer un petit peu euh, comment vous avez vécu cela? Vous avez entendu parler de nombreux cas, un pays où une personne de soutien désignée peut entrer dans un hôpital ou dans un foyer de soins de longue durée. Dans les milieux ambulatoires, il demeure des interdictions des personnes désignées qui pourraient euh, défendre les intérêts des patients. Eh bien, nos lignes directrices portent sur les soins actifs et les soins ambulatoires, ainsi que les services d'urgence. Donc, nous avons établi la nécessité que les personnes ayant des besoins spécifiques, et ce n'est pas euh, cela ne s'applique pas qu'à ce secteur. Parfois, le processus est un peu plus délicat. Le dépistage, qui n'est peut-être pas euh, aussi habituel. Il y a toutes sortes de considérations dans un milieu ambulatoire, mais nous avons traité ce milieu comme un secteur où nous encourageons toujours, où nous préconisons toujours la présence d'une personne de soutien désignée. Et comme Dean nous l'a signalé, il s'agit d'un environnement où il est critique et essentiel que ces soutiens soient disponibles. Merci, Chris. C'est merveilleux d'entendre que vos politiques et pratiques s'étendent à l'ensemble de la région. Alors, on nous écrit, Chris, allez-vous continuer les macarons après la pandémie? Et comment le coût en sera-t-il couvert? Je sais que beaucoup de gens parlent juste avant que vous ne répondiez. Ce programme d'identité de partie prenante est très bien établi, surtout en Ontario. Oui, très volontiers. Notre idée, c'est de voir cela dans le cadre de la pratique régulière que nous. Bon, c'est une question qui est pertinente. On se demande, doit toujours se demander qui paye quoi. Mais les sites fournissent en général, bien souvent, des autocollants de visiteurs. Alors vraiment, il s'agit simplement de changer de terminologie. Je ne sais pas si vous avez des éléments que vous voudriez ajouter. Non, non, c'est parfait. Notre groupe, à un niveau fondamental, essaie constamment de, de remplacer l'étiquette visiteur, non-visiteur. Quelle est votre famille par rapport à la mienne, par rapport à ce dont Carole a besoin pour son parcours médical? La pandémie, c'est un exemple. Ça peut être utilisé comme un catalyseur de changement pour nous dans l'organisation dans l'avenir. Et on ne peut pas s'éloigner de l'idée qu'un visiteur est égal à telle chose. Point, c'est tout. Je pense que ce macaron s'inscrit dans un changement de culture. Il y a des pratiques très encourageantes dont vous avez partagé dans les programmes d'identité, dont nous pouvons tirer parti, nous pouvons apprendre et que nous pouvons incorporer. L'essence de cet élément, comme vous dites, c'est un changement de culture à l'égard des soins axés sur les patients et leurs familles, la présence familiale ou la capacité d'une personne de soutien désignée à se trouver au chevet ou à participer aux soins. Je voudrais vous revenir, Dean, parce que j'ai été épaté par la diapositive que vous avez montrée quant au degré d'engagement qui s'est intensifié pendant une crise. Ce que nous avons entendu dire dans bien des endroits au pays, c'est qu'en fait, la participation a été abandonnée pendant bien des domaines. Dans bien des domaines. Pourriez-vous nous dire pourquoi, grâce à quelle structure avez-vous obtenu ce renforcement de la participation? Quels sont les facteurs qui ont permis aux patients et aux aidants naturels de faire entendre leur voix dans cette période très difficile?
Excellente question. Je crois que la réponse est multiple. Pendant 11 ans, depuis 11 ans, notre comité provincial existe. Le chef de la direction d'AHS était coprésident de notre conseil. Il y a c'est un principe maintenant au sein d'AHS d'inclure la voix du patient dans la co-conception des politiques et dans la mise en œuvre de celles-ci. Nous ne sommes pas parfaits, c'est sûr, et nous devons parfois. Bon, je crois que juste après le changement qui s'est produit avec la COVID, où tout devait se passer très rapidement, et nous devions nous assurer que nos systèmes soient sécuritaires. Peu de temps après cela, l'organisation était vraiment emballée d'inclure la voix du patient. Et le fait d'avoir un conseil provincial avec un personnel de soutien incroyable, cela nous a donné un accès. La plupart du temps, à l'époque, la plupart d'entre nous travaillions à domicile ou malheureusement, certaines personnes avaient été mises à pied au début de la COVID. La plupart d'entre nous étions disponibles. Quand l'organisation avait un endroit où se tourner, que ce soit des consultations, une visite, bien souvent, nous avions des gens qui étaient disponibles, qui s'intéressaient à ces domaines, où notre conseil tout entier pouvait se réunir. Nous avions déjà entamé des relations au niveau des politiques qui nous ont permis de rester très présents. Parce que le pire, c'est quand on a une politique toute faite et qu'on la soumet à un groupe comme celui-ci, comme le nôtre, on dit, bon, c'est pas ça qu'on veut, mais il est presque trop tard. Au début de la pandémie, nous avons pu montrer que nous étions disponibles et accessibles et que nous pouvions participer à la co-conception pour assurer que le système demeure sécuritaire. Mais il y avait de petites choses presque à chaque fois qu'on pouvait améliorer. Et au fur et à mesure que cela a pris son élan, d'autres personnes étaient emballées de nous tendre la main parce qu'elles savaient qu'en 24 heures, elles pouvaient recevoir une rétroaction sur leurs 3 questions ou faire relire un dépliant ou tenir un avis sur un changement de site web. Ça, c'était vraiment très, très utile. Tant bien des cas, ce sont Chris, Sean, l'équipe qui étaient présents, qui ont contribué disons, à fédérer les bonnes volontés parfois éparpillées. Et le virtuel, c'est plus facile. À Grand Prairie, il faut prendre l'avion pour aller à Edmonton pour une réunion. Maintenant, comme aujourd'hui, Chris et moi, on s'est préparé, on est présent aujourd'hui et on est plus emballé pour continuer de participer. Oui, des réflexions formidables. Merci, Dean. Ça me fait songer au leadership, à la création de structures, au désir et à la capacité de travailler rapidement et virtuellement, ce qui a facilité les choses pour certains. Dans la dernière minute, Chris, je voulais vous interroger au sujet de la communauté de pratique, parce que cela peut paraître une communauté excellente. Est-ce que c'est ainsi que vous allez réunir les énergies de champions à l'égard d'AHS? Oui, oui, nous avons beaucoup de chance d'avoir eu cette structure en place avant la COVID parce que nous avions déjà établi ces relations. Bien sûr, ça peut évoluer notre orientation, mais c'était vraiment un groupe bien placé, bien positionné pour extraire des informations et pour réunir de l'information sur ce qui se passait en première ligne, afin de recevoir une rétroaction au sujet de certains des problèmes, certaines des préoccupations liées aux restrictions d'accès, afin de pouvoir faire entendre ces voix-là dans la manière dont nous planifions nos réponses et nos approches. C'est une rétroaction en temps réel qui continue ces cycles d'amélioration. Donc, félicitations, HS. Bon, des commentaires dans la boîte de dialogue au sujet des processus individuels qui sont utilisés. Je sais que Lisa de Ontario Caregivers a ajouté quelques observations supplémentaires sur le programme de Caregiver ID qui va être mis en œuvre en Ontario. Donc, le temps qui nous était imparti est achevé. Alors, nous voulions vous remercier pour une excellente présentation
C'est merveilleux de savoir ce qui se passe en Alberta et comment vous persévérez dans cette période très difficile. Bientôt, nous allons avoir un forum de discussion sur Yammer, partager des ressources, poser des questions. Et nous allons tâcher donc d'offrir un soutien pour tout le monde qui travaille dans cet espace afin de parvenir à la réintégration sécuritaire des partenaires de soins essentiels. Nous avons des caucus qui s'en viennent. Le prochain, le 26 mai, où c'est la Saskatchewan qui aura la parole sur l'équipe de soutien à la présence familiale. Et puis ensuite, il y aura d'autres caucus, comme vous le voyez, aux différentes dates en juin et en juillet. Encore une fois, un énorme merci à nos intervenants. Restez à l'écoute. Voici les coordonnées pour rester en contact. Vous pouvez trouver des informations sur notre site web, sur la page Essentiel Ensemble, et nous les complétons sans cesse. Inscrivez-vous à notre bulletin pour savoir ce qui se passe chez ESC. Merci encore une fois à Dean et Chris pour leur excellente présentation et d'avoir partagé des choses formidables qui se passent en Alberta. Merci au personnel de ESC, aux interprètes qui travaillent en coulisses. Et bien sûr, merci à vous, notre public, pour avoir été des nôtres aujourd'hui, vous qui êtes aussi occupés. Voici qui conclut le webinaire. Merci et bonne continuation.